certainement pu le remarquer depuis votre fenêtre, vous voyez, la nature n'attend pas l'être humain pour se réveiller. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de Devenez acteur du vivant, on va justement se concentrer sur ces fleurs-là et on va traiter plus en détail la reproduction sexuée des plantes à fleurs par les pollinisateurs. Mais avant d'aller plus en détail dans la partie théorique de comment ça se passe chez une fleur pour qu'elle se reproduise, on va apporter un tout premier élément de définition, la reproduction sexuée. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, la reproduction sexuée, c'est quand deux gamètes, donc un spermatozoïde, un ovule, se rencontrent et lors de la fécondation donne une graine à un individu par la suite. Donc ça se passe exactement comme l'être humain chez les fleurs. Cette première partie théorique, on va se concentrer sur le schéma finalement floral d'une fleur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout d'abord la partie, l'organe femelle. Donc, hop. Donc, il y a aussi l'organe mâle, les étamines. Il y a des pétales, bien sûr. Puis à la base, bien sûr, de la fleur, hop là. Il y a les sépales. Voilà. Quelques éléments de vocabulaire. Donc ici, on a dit que cette partie-là, en noir, c'est l'organe femelle. Au-dessus se trouve le stigmate. Ça va être un lieu important, vous allez le comprendre par la suite. Ensuite, ici se trouve l'ovaire. Avec à l'intérieur un nombre d'ovules à féconder. Voilà pour la partie femelle. Donc la partie femelle, composée de 3 éléments. On peut même rajouter ici la partie qui s'étend justement de l'ovaire du stigmate, ça s'appelle le style. Donc toute cette partie femelle s'appelle le carpelle. On va passer à la partie mâle, qu'on va faire à gauche du dessin. Donc on a dit, ce sont les étamines. Donc les étamines sont composées tout d'abord d'anthères, d'un filet. Et la cellule reproductive, le gamète mâle, ils sont minuscules, microscopiques, ce sont les grains de pollen. Toute cette partie-là, on a dit que c'était l'étamine. Mais alors, du coup, comment ça se passe la fécondation chez une fleur? Alors, il faut qu'un grain de pollen, ici, aille sur le stigmate. Elle se déposer ici, et seulement un, s'il y en a plein qui sont disposés, il y en a seulement un qui va germer, qui va former le tube pollinique et aller au contact de l'ovaire et ici déverser les différents, donc ça c'est le gamète mâle, le grain de pollen, qui va aller déverser les différents spermatozoïdes pour féconder les ovules à l'intérieur de l'ovaire. Si une fleur n'est pas fécondée, il n'y aura pas la formation du fruit. Si elle est fécondée, et bien alors là, le fruit pourra se développer. Mais c'est pas si simple. En fait, au fil des temps, les plantes se sont adaptées justement pour pas que ce soit la fleur et la plante qui fécondent ses propres fleurs. Donc du coup, l'autopollinisation, ce processus qu'on appelle l'autopollinisation, n'est pas possible. Mais alors que du coup, comment une fleur fait-elle pour être fécondée si le pollen doit venir toujours de la même espèce mais d'une autre variété? C'est là qu'interviennent les pollinisateurs. L'abeille, comme vous savez, elles aiment bien les fleurs. Parce que qu'est-ce qu'elles viennent y chercher, les abeilles? Tout d'abord, elles viennent y chercher le pollen, qui est une partie de leur nourriture. Donc elles agglomèrent sur leur patte arrière. Et aussi, elles vont chercher ici du nectar.
Donc l'abeille descend, va vers les glandes nectarifères et au passage, le pollen qu'elle a attrapé sur les autres fleurs d'autres arbres va, sans faire exprès, tomber sur le stigmate et pouvoir féconder les ovules si c'est du pollen de la même espèce mais d'une variété différente. Le rôle essentiel des pollinisateurs est vraiment crucial. On parle de mutualisme parce que à la fois la fleur a besoin des abeilles pour la pollinisation et l'abeille a besoin des fleurs pour sa nourriture. Et c'est un mutualisme parce que cette relation qu'entretient l'abeille avec la fleur, elle est bénéfique aux deux espèces. Donc ici, les deux cellules responsables de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs sont bien sûr le pollen et aussi l'ovule. Donc les abeilles vont chercher les nectars contenus dans les fleurs, contenus dans la glande nectarifère des fleurs, pour s'alimenter et en même temps elles réalisent la fécondation, donc la fécondation croisée nécessaire à la plante pour sa reproduction. Il faut savoir que 70% des plantes que l'on cultive ont besoin justement de cette pollinisation grâce aux pollinisateurs, que sont les abeilles, les insectes, les animaux, les chauves-souris. Ici, donc j'ai été au jardin et pour vous montrer en détail comment ça se passe à l'intérieur, j'ai ramassé une fleur de jonquille fanée. Vous voyez que le fruit de la jonquille commence à se développer. On va voir à l'intérieur si les graines se sont bien formées. Hop, j'ouvre et ça va être microscopique. On va avoir plein de yeux. Mais vous voyez, ici, les graines commencent à pousser. Donc, ce qui prouve que la jonquille a bien été fécondée. Donc, les grains de pollen d'une autre jonquille, d'une autre variété, sont tombés sur le stigmate de la fleur. Donc, il est encore présent. Ici, vous voyez le stigmate. Ici, partie, donc l'organe femelle. Tout ça. Et les étamines ici aussi. Ça y est, elles sont un peu flétries, mais elles sont encore présentes. Et vous voyez, la fleur a fané, mais place maintenant aux fruits, aux graines qui se développent. Bon, alors vous vous doutez, si je fais cette vidéo, c'est bien pour essayer de sauvegarder nos amis les pollinisateurs qui sont vraiment essentiels à notre alimentation. Ce que je vais vous proposer pour les aider, c'est de leur construire un petit habitat. Bien sûr, ça demande un peu de matériel spécifique. Alors, il faut savoir que les abeilles, elles peuvent loger, donc les abeilles sauvages, pas des abeilles domestiques qu'on trouve dans les ruches, il y a des abeilles sauvages, il y a plein d'abeilles sauvages qui participent aussi à la pollinisation, et elles peuvent loger, donc c'est des abeilles solitaires, qui logent dans des tiges creuses, ou dans des tiges à moelle, c'est-à-dire qu'ils ont, quand on coupe, comme une matière un peu, comme du coton à l'intérieur, un peu facilement traversable. Donc pour fabriquer cet habitat pour les abeilles, vous aurez besoin de tiges creuses, de tiges à moelle, donc de framboisier, de sureau, de persil, de rose trémière et d'un peu de ficelle. Donc je vous laisse aller vous promener dans les bois si vous pouvez et ramasser des tiges qui vous paraissent intéressantes, des tiges creuses de sureau ou des tiges creuses de bambou, ce que vous trouvez. Et en fait, pour fabriquer cet habitat, c'est très simple. On va couper des branches sur une, on va dire, dizaine de centimètres, 10-15 centimètres. Une fois que vous avez découpé vos branches de 10 à 15 cm, ici, vous allez les entourer, les nouer entre elles. Donc on va découper 2 bouts de ficelle. Tac. On noue entre eux les ficelles. Et vous voyez, c'est bon, l'abri pour les pollinisateurs est enfin réalisé.
Donc c'est un petit rondin composé de brindilles, de tiges creuses et de tiges à moelle. Le mieux pour les abris à pollinisateurs, c'est de les mettre exposition sud-sud-est bien ensoleillée. Donc sur le rebord de votre fenêtre, par exemple, de votre balcon ou à l'extérieur sous un arbre bien ensoleillé. Comme ça, les pollinisateurs vont commencer à s'approprier les lieux, si on peut le dire. Et pour contrôler s'il y a bien des choses qui vont venir à l'intérieur, vous voyez les tiges creuses, comme les bambous par exemple, c'est important qu'il y ait donc une grande entrée laissée donc vide, et l'abeille solitaire va venir à l'intérieur pondre donc ici au fond du tube, et ensuite va venir reboucher avec de la terre. Et le moyen que vous pouvez avoir pour voir si votre hôtel à insectes fonctionne, c'est d'aller voir les tiges creuses et voir si elles se bougent. Si elles se bougent, ça veut dire qu'il y a une abeille qui a pondu à l'intérieur. On est fini pour cet épisode concernant le rôle essentiel des pollinisateurs pour la reproduction sexuée des plantes à fleurs. J'espère que ça vous a plu et que vous voyez maintenant l'intérêt de protéger nos amis les pollinisateurs, parce qu'il ne faut pas oublier, mais notre alimentation dépend fortement d'eux. Et surtout, n'oubliez pas, pendant le confinement, deviens acteur de la nature. À bientôt pour de nouveaux épisodes.